Le bonheur d'une vie tient parfois à un fil si fin qu'on ne le voit pas, jusqu'à ce qu'il se brise. Pour Éléonore Dubois, ce fil était tissé des rires de son fils, de la chaleur du soleil d'automne sur son jardin et de la certitude tranquille que, même à 67 ans, sa place était ici. Cet après-midi d'octobre à Écully, dans la banlieue cossue de Lyon, était parfait. Le ciel était d'un bleu limpide et l'air, frais et vif, portait l'odeur sucrée des dernières roses de son parterre. La maison, moderne et baignée de lumière, était le domaine de Sophie, sa belle-fille, dont le goût impeccable se reflétait dans chaque meuble design, chaque objet d'art soigneusement choisi. Mais le jardin, c'était le sanctuaire d'Éléonore. Penchée sur un rosier, sécateur en main, elle sentit une présence familière avant même d'entendre le bruit des pas sur l'herbe. « Elles sont magnifiques cette année, maman », dit David en posant une main douce sur son épaule. Éléonore se redressa en souriant. Voir son fils, 45 ans, le visage éclairé par le soleil couchant, suffisait à emplir son cœur. Il était son pilier, le pont chaleureux entre son monde fait de choses simples et celui, plus complexe et ambitieux, de Sophie. « C'est parce que je leur parle », répondit-elle avec une lueur espiègle dans les yeux. David rit, un rire franc qui semblait faire chanter l'air autour d'eux. De la baie vitrée du salon, Sophie les observait, un sourire distant sur ses lèvres parfaitement maquillées. Quelques heures plus tard, l'ambiance au dîner était plus feutrée. La chaleur de la cheminée dansait sur les murs blancs. Sophie, élégante dans une robe de créateur, parlait avec passion d'un vernissage auquel elle avait assisté. Il y avait une toile abstraite, absolument divine. Un investissement, bien sûr. Le prix était, conséquent, dit-elle en jetant un regard rapide vers Éléonore, comme pour mesurer l'effet de ses mots. Éléonore, avec la douceur qui la caractérisait, posa ses couverts. Le plus beau des tableaux, je crois, est celui que l'on voit par la fenêtre chaque matin, dit-elle en regardant les arbres du jardin qui prenaient des teintes dorées. Sophie leva discrètement les yeux au ciel, un geste si rapide qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais pas pour David. « Tu as raison, maman », dit-il aussitôt, sa voix servant de baume. Et en parlant de fenêtre, Luc m'a appelé aujourd'hui. Il pense venir nous voir le week-end prochain. La tension, si légère soit-elle, se dissipa. Le reste du repas se déroula dans une harmonie de surface, faite de conversations polies et de silences confortables. La rupture survint à 3h17 du matin. La sonnerie stridente du téléphone déchira le silence de la nuit. Éléonore se réveilla en sursaut, le cœur battant. Un pressentiment glacial l'envahit. Des bruits de pas précipités dans le couloir, la voix paniquée de Sophie. Quand elle sortit de sa chambre, David était assis sur le bord de son lit, le visage livide, une main crispée sur sa poitrine. « Ça ne va pas, ma poitrine, je n'arrive pas. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar flou, une succession de feux rouges et de prières silencieuses. Le temps s'étira, se tordit, dans l'attente insupportable d'un couloir blanc, aseptisé, qui sentait l'angoisse et le désinfectant. Puis un médecin apparut, le visage grave, les mots préparés. Crise cardiaque massive. Nous avons fait tout notre possible, mais, je suis désolé. Le fil s'était brisé. Le monde d'Éléonore, ses couleurs, ses parfums, sa chaleur, tout venait de s'éteindre en une seule phrase. Dans le couloir de l'hôpital, Sophie se tient à côté d'Éléonore, le visage un masque de choc. Mais à travers son propre chagrin, Éléonore surprend dans le regard de sa belle-fille une lueur fugace, indéchiffrable, qui lui glace le sang. Ce n'est pas la mort qui révèle le cœur des gens, mais ce qu'ils en font. La lueur indéchiffrable qu'Éléonore avait surprise dans les yeux de Sophie à l'hôpital n'était qu'un prélude. Dans les jours qui suivirent, le chagrin transforma la maison. La chaleur sembla s'être évaporée des murs, laissant place à un silence froid, à peine troublé par les allées et venues discrètes des organisateurs des pompes funèbres. Sophie, elle, s'était métamorphosée. Fini la maîtresse de maison élégante et un peu distante, elle était devenue une administratrice d'une efficacité glaciale. Elle gérait les appels, choisissait les fleurs, organisait la réception, son visage impénétrable ne laissant filtrer aucune émotion brute. Elle était la veuve parfaite, digne et en contrôle, une performance qui mettait Éléonore, perdue dans le brouillard de sa propre douleur, encore plus mal à l'aise. Le jour des funérailles fut à l'image de son cœur,
gris, pluvieux et misérable. L'église était comble. Sophie, vêtue d'un noir impeccable, recevait les condoléances avec une grâce étudiée. Éléonore, assise au premier rang, sentait les regards de pitié se poser sur elle, la pauvre mère ayant perdu son fils unique. Elle aperçut Luc Moreau, le meilleur ami de David. Contrairement aux autres, son chagrin était palpable, ses yeux rougis témoignaient d'une peine sincère. Il lui serra la main longuement, lui glissant un « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, Éléonore. » Vraiment. Ces quelques mots furent le seul réconfort d'une journée interminable. Durant la réception qui suivit à la maison, Éléonore, cherchant un instant de calme, se retira près de la bibliothèque. C'est là qu'elle surprit un fragment de conversation entre Sophie et son frère, Marc, qu'elle pensait à l'abri des oreilles indiscrètes. « L'assurance vie suffira amplement à couvrir l'hypothèque et les frais, » murmurait Sophie. « Une fois que tout sera réglé, je pourrai enfin respirer. Et faire quelques changements ici. » Le mot « respirer » frappa Éléonore. C'est donc cela, la mort de David pour elle? Une occasion de respirer? La confrontation eut lieu le lendemain. La pluie avait cessé, mais le ciel restait bas et lourd. Éléonore était dans la cuisine, préparant machinalement un thé qu'elle ne boirait pas, quand Sophie entra. Elle ne portait plus le noir du deuil, mais un élégant ensemble d'intérieur de couleur crème. « Éléonore, il faut que nous parlions, » dit-elle d'une voix calme, posée. Éléonore hocha la tête, le cœur serré. « David n'est plus là, » continua Sophie, comme si elle énonçait une évidence administrative. « Et sa disparition change tout. J'ai besoin d'espace pour faire mon deuil. Pour me reconstruire. Seul. » Le mot « seul » resta suspendu dans l'air. « Je ne comprends pas, Sophie. Nous allons nous soutenir. » Non, coupa Sophie, sa voix perdant toute trace de chaleur. Votre présence ici est une complication. C'est la maison de mon mari. C'est donc ma maison maintenant. Je vous demande de partir. Le choc fut si violent qu'Éléonore dut s'agripper au plan de travail. Partir? Mais, pour aller où? Vous êtes une adulte, Éléonore. Vous trouverez bien une solution, répondit Sophie avec une cruauté tranquille. Je suis généreuse. Je vous laisse 24 heures. Les heures qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Dans le silence assourdissant de sa chambre, Éléonore commença à faire ses valises. Chaque objet était une torture. Le pull que David lui avait offert pour son dernier anniversaire, le cadre photo avec son sourire d'enfant, le livre qu'ils lisaient ensemble. 67 ans de vie, de souvenirs, de joie et de peine, réduits à ce qui pouvait tenir dans 4 valises et 2 cartons. Sophie ne vint pas une seule fois. Elle ne lui offrit ni aide, ni un verre d'eau, ni même un regard. C'était comme si Éléonore n'existait déjà plus. Le lendemain, à l'heure dite, elle descendit ses derniers bagages. Sophie l'attendait dans l'entrée, bras croisés, le visage fermé. Pas un mot d'adieu. Pas un geste de sympathie. Rien. Éléonore traîna sa dernière valise sous la bruine persistante. Arrivée à sa vieille Twingo, elle se retourna une dernière fois vers la maison qui avait été son foyer. Elle vit Sophie, debout sur le seuil. Puis la porte se referma dans un déclic sec et final. Le son de la serrure qui s'enclenche, scellant son exclusion, résonna dans son esprit comme un coup de feu. La fin de tout. Assise dans sa vieille Twingo, garée au coin d'une rue sombre, sans nulle part où aller, Éléonore murmure le nom de son fils dans le silence, alors que le poids de sa nouvelle condition de sans-abri s'abat sur elle. Il y a une cruauté plus profonde que la pauvreté, c'est la honte. Éléonore l'apprit durant les 3 premiers jours passés dans la chambre 207 de l'hôtel Ibis Budget. La pièce était propre, impersonnelle, et sentait le désinfectant à la lavande. Une odeur qui, elle en était sûre, la hanterait à jamais. De sa fenêtre, elle voyait un carrefour bruyant du 7e arrondissement de Lyon. Chaque voiture qui passait, chaque visage anonyme dans la rue semblait lui renvoyer l'image de son propre échec. Elle passait ses journées sur le lit, le regard vide, ressassant en boucle le son du clic de la serrure. Le chagrin était une chose, une vague immense qui menaçait de la noyer. Mais la honte était un poison lent,
qui s'infiltrait dans ses veines et lui murmurait qu'elle n'était plus rien. Au 4e jour, la faim et le besoin de sentir l'air, même pollué, sur son visage la poussèrent à sortir. Emmitouflée dans son vieux manteau, elle marcha sans but, se sentant invisible et vulnérable. Ses pas la menèrent instinctivement vers les pentes de la Croix-Rousse, son ancien quartier, un lieu vibrant de souvenirs heureux. C'est alors qu'elle sentit une odeur familière, un parfum chaud de pain frais et de viennoiserie qui la frappa en plein cœur. La boulangerie de Madame Bernard. Avant même qu'elle ne puisse reculer, la porte s'ouvrit et son amie apparut sur le seuil, un grand sourire aux lèvres. « Éléonore ! Quelle surprise ! Mais que fais-tu dans le quartier ? Je te croyais installée à Écully pour de bon. » La panique saisit Éléonore. Le visage chaleureux de Claudine, ses yeux pétillants de gentillesse, rendaient la vérité impossible à avouer. « Claudine ? Je suis juste de passage, » bafouilla-t-elle, son cerveau cherchant frénétiquement une échappatoire. « Je suis hébergée chez des amis de la famille, pour quelque temps. Pour prendre un peu de distance. » Le mensonge lui écorcha la gorge. « Oh, ma pauvre chérie, » dit Claudine en lui prenant les mains, sa compassion ignorant la fausseté des mots. « J'ai appris pour David. Toutes mes condoléances. Si tu savais comme ça m'a peiné. Un homme si bon. Viens, entreprendre un café, ça te réchauffera. » Chaque mot de sympathie était une torture. Éléonore refusa poliment, prétextant un rendez-vous imaginaire. Elle s'éloigna aussi vite qu'elle le put, le cœur battant la chamade, laissant derrière elle l'odeur réconfortante du pain chaud et le poids écrasant de sa propre duplicité. De retour dans la froideur de sa chambre, le mensonge la rongeait. Elle avait repoussé la seule main amie qui s'était tendue vers elle. Pour se donner une contenance, elle décida de faire le point sur ses finances. Elle sortit un carnet et son relevé de compte. La réalité fut un second coup de poing. Après avoir payé une semaine d'hôtel, il ne lui restait que quelques centaines d'euros. Sa seule bouée de sauvetage était sa pension de réversion, qui devait arriver d'un jour à l'autre. Elle composa le numéro de la caisse de retraite, le cœur serré. Une voix neutre, bureaucratique, lui répondit. Après une longue attente, le verdict tomba, glacial. « Ah oui, dossier Dubois. Je vois. Il y a un petit souci administratif avec l'acte de décès. Le dossier est momentanément bloqué. Il faut compter 2 à 3 semaines, peut-être plus, le temps de tout vérifier. » Éléonore raccrocha, le souffle coupé. 2 à 3 semaines. Elle n'avait pas de quoi tenir jusque-là. L'étau venait de se resserrer d'un cran. Le spectre de la rue, qui n'était qu'une peur abstraite, devenait une possibilité concrète et terrifiante. Son téléphone sonna. C'était Luc, le meilleur ami de David. Sa voix était pleine d'une inquiétude sincère. « Et Éléonore ? Comment allez-vous ? Je suis passée à la maison hier. Sophie m'a dit que vous aviez eu besoin de prendre vos distances. Que le deuil vous rendait, fragile et que vous aviez choisi de vous isoler. » Il marqua une pause, hésitant. « Je dois avouer que ça ne vous ressemble pas, la diffamation. » Froide et calculée. Sophie ne s'était pas contentée de la chasser, elle la faisait passer pour folle. Le désespoir la submergea. Elle était seule, sans argent, et on salissait sa réputation. Elle remercia faiblement Luc, incapable de lui avouer la vérité, et raccrocha. C'était la fin. Il n'y avait plus d'issue. La sonnerie retentit à nouveau, stridente dans le silence de la chambre. Un numéro qu'elle ne connaissait pas fatigué, elle décrocha, prête à refuser un quelconque démarchage commercial. « Allô ? Madame Éléonore Dubois ? Oui, c'est moi. Bonjour madame. Ici l'étude de maître Jacques Lambert, notaire à Lyon. Je vous appelle concernant la succession de votre fils, monsieur David Dubois. » Le cœur d'Éléonore s'arrêta de battre. « Madame Dubois, votre présence est requise à mon étude pour l'ouverture du testament de votre fils. » Le téléphone à la main, Éléonore fixe son propre reflet dans la vitre sombre de la fenêtre de l'hôtel. Pour la première fois depuis des jours, ce n'est pas le désespoir qu'elle ressent, mais une minuscule et vive étincelle. De l'espoir ? Ou le début d'un combat ? Si vous êtes toujours là et que le début de l'histoire d'Éléonore vous a touché,
n'hésitez pas à l'indiquer en commentant avec le chiffre 1 ci-dessous. Votre présence est précieuse. Et si vous appréciez ce genre de récit, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre soutien nous aide énormément à continuer de créer du contenu pour vous inspirer. Maintenant, retournons à notre histoire et découvrons ce que l'avenir réserve à Éléonore. Parfois, une simple feuille de papier peut peser plus lourd que l'or, ou couper plus profondément qu'une lame. Le jour du rendez-vous, Éléonore enfila la seule robe correcte qu'elle avait emportée, un simple lainage bleu marine. Elle se regarda dans le miroir de l'hôtel, le visage marqué par le chagrin et les nuits sans sommeil, mais ses yeux avaient changé. La peur avait fait place à une sorte de calme résolu. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver, mais elle y allait pour David. C'était son dernier acte de mère, honorer sa volonté, quelle qu'elle soit. L'étude de Maître Lambert se trouvait sur la presqu'île, dans un immeuble ancien au plafond. L'atmosphère était feutrée, intimidante. Une odeur de cire, de cuir et de vieux papier flottait dans l'air. Sophie était déjà là, dans la salle d'attente, assise sur un fauteuil en velours. Elle portait un tailleur pantalon noir d'une coupe parfaite, l'incarnation de la veuve riche et respectable. Elle leva à peine les yeux de son smartphone quand Éléonore entra, lui adressant un signe de tête si bref qu'il était une insulte. Le silence entre elles était une arme, un gouffre de mépris que Sophie creusait avec application. Éléonore s'assit en face d'elle, le dos droit, les mains jointes sur son sac, et attendit. Pour la première fois, elle ne se sentait plus comme une victime, mais comme une adversaire. Maître Lambert les reçut dans son bureau. Un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et au regard bienveillant mais scrutateur. Il les installa de part et d'autre d'un immense bureau en acajou, créant une distance physique qui reflétait leur distance émotionnelle. « Et mesdames, commença-t-il d'une voix posée, je sais que ce moment est difficile. Je vais procéder à la lecture des dispositions testamentaires de Monsieur David Dubois, enregistrées en cette étude il y a 3 mois. Sophie se pencha en avant, un air de concentration studieuse sur le visage. Éléonore, elle, se contenta de respirer lentement, se préparant à l'inévitable. La lecture commença. Comme elle s'y attendait, tout allait à Sophie. La maison d'Écully, avec tout ce qu'elle contenait. Le portefeuille d'actions. Les 2 voitures. Les comptes en banque principaux. À chaque nouvelle attribution, un micro-sourire de satisfaction étirait les lèvres de Sophie. Elle jeta un regard à Éléonore, un regard qui mêlait le triomphe et une sorte de pitié condescendante. Éléonore ne s'y a pas. Elle s'était préparée à ne rien recevoir. Puis, Maître Lambert fit une pause. Il ajusta ses lunettes, prit une feuille séparée et se racla la gorge. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Nous arrivons maintenant à la dernière clause, ajoutée personnellement par Monsieur Dubois lors de notre dernier entretien. Le sourire de Sophie s'effaça. Maître Lambert poursuivit de sa voix monocorde, article final. Je lègue en pleine propriété à ma mère, Madame Éléonore Dubois, née Martin, l'intégralité du contenu du coffre-fort à usage privé numéro E3D7, que je détiens à l'agence BNP Paribas, située place Bellecour, ainsi que l'ensemble des documents, titres ou valeurs qui pourraient s'y trouver. L'accès à ce coffre lui est exclusivement réservé. Un silence de plomb tomba dans le bureau. Sophie fut la première à le briser. Un coffre-fort ? C'est ridicule. David n'avait pas de coffre-fort. Apparemment si, madame, répondit calmement le notaire. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Demanda-t-elle, sa voix montant d'un cran. Je l'ignore. Monsieur Dubois a été très clair, seul le bénéficiaire, sa mère, peut en prendre connaissance. Le visage de Sophie passa de l'incrédulité à la fureur. Mais c'est absurde. C'est un bien qui devrait faire partie de la succession. C'est un vol. Elle a dû le manipuler, lui faire croire n'importe quoi sur son lit de mort. Madame, intervint Maître Lambert, sa voix se faisant plus ferme. Cette disposition a été ajoutée il y a 3 mois. J'étais présent. Votre mari était parfaitement sain de corps et d'esprit. Sa décision est légale et irrévocable. Toute contestation serait, à mon humble avis, une perte de temps et d'argent.
Anéantie par l'autorité calme du notaire, la colère de Sophie se retourna hautement contre Éléonore. Elle se leva, tremblante de rage. Vous n'aurez rien. Je vous jure que je trouverai un moyen de vous empêcher de toucher à quoi que ce soit qui appartenait à mon mari. Maître Lambert ignora l'éclat de Sophie. Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe Kraft scellée. Il se leva et la tendit à Éléonore par-dessus le bureau. Voici, Madame Dubois, la clé du coffre ainsi que les documents officiels vous en donnant l'accès. La banque a déjà été prévenue de la situation. Maître Lambert tend à Éléonore une enveloppe scellée contenant la clé et les documents d'accès. En la saisissant, elle rencontre le regard de Sophie, qui brûle d'une haine pure. La guerre vient d'être officiellement déclarée. On dit que les morts ne parlent pas. C'est faux. Parfois, ils crient la vérité plus fort que les vivants. En sortant de l'étude du notaire, l'enveloppe et sa clé pesant une tonne dans son sac, Éléonore ne ressentait plus la peur. La haine pure qu'elle avait vue dans les yeux de Sophie avait agi comme un électrochoc, balayant le brouillard de son chagrin pour laisser place à une clarté glaciale. La guerre était déclarée, et cette clé était sa seule arme. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle contenait, mais elle savait une chose, David ne l'aurait pas laissée là sans une bonne raison. Le lendemain matin, elle se présenta à l'agence BNP Paribas de la place Bellecour. L'immense hall en marbre, le silence feutré et les conseillers en costume impeccable auraient dû l'intimider. Mais elle marcha d'un pas assuré jusqu'à l'accueil. On la fit patienter, puis un jeune homme au sourire doux s'approcha. C'était Jean. Il avait été prévenu par Maître Lambert et la traita avec un respect et une gentillesse qui lui mirent les larmes aux yeux. « Madame Dubois, veuillez me suivre, s'il vous plaît », dit-il d'une voix posée. Il la guida à travers des portes sécurisées jusqu'à la salle des coffres. L'endroit était froid, silencieux, impressionnant. Jean utilisa une clé maîtresse en même temps qu'Éléonore insérait la sienne. Un déclic lourd retentit et le compartiment métallique 3D7 glissa en silence. Le coffre était plus grand et plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. « Prenez tout votre temps, madame », dit Jean en lui indiquant une petite salle de consultation privée, une pièce aveugle et sobre. « Appuyez sur ce bouton si vous avez besoin de moi. » Seule dans le silence clinique de la petite pièce, Éléonore posa le coffre sur la table. Ses mains tremblaient légèrement en soulevant le couvercle. La première chose qu'elle vit fut une épaisse enveloppe posée sur une pile de documents. Son prénom était écrit dessus, de l'écriture ronde et familière de David. C'était cette écriture qui la fit fondre en larmes, des larmes de chagrin pur cette fois, non de peur. Elle caressa le papier, comme si elle pouvait sentir la présence de son fils à travers lui, puis elle ouvrit l'enveloppe. « Maman », commençait la lettre. « Si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et c'est probablement que Sophie t'a montré son vrai visage. Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée plus tôt. Je savais, depuis des années, qui elle était vraiment, mais j'espérais, bêtement, qu'elle changerait. J'ai vu sa cupidité, sa froideur, et la façon dont elle te considérait comme un fardeau. J'ai donc pris mes dispositions. » Éléonore dut s'arrêter, sa vision brouillée par les larmes. Elle reprit sa lecture. « Tu te souviens des 40 000 € que tu nous as donnés pour l'apport de la maison ? Tu disais que c'était un cadeau, mais pour moi, c'était un prêt d'honneur. Je n'ai jamais touché à cet argent. Je l'ai placé, et j'ai continué à l'alimenter chaque fois que je le pouvais, en secret. Cet argent est à toi. Il ne s'agit pas d'un héritage, mais d'un remboursement. Le fruit de ton amour et de mes efforts pour le faire fructifier. Il devrait y avoir environ 185 000 €. Utilise-le pour te construire une vie où personne, jamais plus, ne pourra te faire sentir que tu n'es pas à ta place. » Le chiffre la fit suffoquer. 185 000 €. C'était impossible. Ses mains tremblantes posèrent la lettre pour regarder les documents en dessous, des relevés de comptes d'investissement, tous à son nom. C'était vrai. David avait fait ça pour elle. Le dernier paragraphe de la lettre était le plus difficile à lire. Je sais aussi que Sophie n'hésitera pas à te faire passer pour faible ou sénile. C'est pourquoi j'ai joint un dossier. J'ai tout gardé, maman. Les emails, les relevés de cartes de crédit, les messages. Je voulais que tu saches. Pas par vengeance, mais pour que tu puisses te défendre. Tu mérites tellement mieux.
Sois forte. Tout mon amour, David. Sous la lettre, il y avait un épais dossier en carton, avec une simple étiquette, documentation. Elle l'ouvrit. C'était un arsenal. Des captures d'écran de conversations SMS entre Sophie et sa sœur, j'en peux plus de la vieille, vivement qu'elle dégage pour que je puisse faire ma salle de sport. Des emails à des amis où elle se plaignait de David, le qualifiant de « trop sentimental » et de « faible ». Et le pire, des relevés de cartes de crédit montrant des dépenses extravagantes, sacs de luxe, week-end à Deauville effectués les mêmes semaines où elle disait à David qu'il devait se serrer la ceinture. Des années de duplicité, de mensonges et de mépris, exposés en noir sur blanc. C'est à ce moment précis, alors qu'elle tenait la preuve de la trahison dans ses mains, que son téléphone vibra dans son sac. Un message de Sophie. Chère Éléonore, j'organise un petit hommage intime pour David ce soir à la maison, avec quelques amis proches. Ta présence serait la bienvenue pour partager nos souvenirs. Sophie. L'hypocrisie du message, sa cruauté calculée, la frappa avec la violence d'un coup de poing. C'était un piège, une dernière humiliation publique. Elle devait y aller. Le chagrin qui l'avait anéanti se transforma. Il se solidifia, se refroidit, devenant une chose dure et tranchante au fond de son être, une colère juste. Elle regarda l'invitation sur son téléphone, puis le dossier posé sur la table. Elle n'était plus une victime. David ne lui avait pas seulement laissé de l'argent, il lui avait laissé une armure et une épée. Elle tapa lentement sa réponse, chaque lettre une promesse. J'y serai. Le soir, Éléonore se tient devant la porte de la maison d'Écully, celle d'où on l'a chassée. Elle entend des murmures de conversation à l'intérieur. Elle prend une profonde inspiration, serrant son sac à main qui contient la lettre de David, et sonne. Une vie bâtie sur des mensonges est un château de cartes. Il suffit d'un souffle de vérité pour que tout s'écroule. C'est Sophie elle-même qui ouvrit la porte. Son visage afficha une surprise une fraction de seconde, aussitôt remplacé par un sourire de façade, mielleux et condescendant. Éléonore. Quelle bonne surprise. Entre, je t'en prie, dit-elle assez fort pour que les quelques invités présents dans le salon puissent l'entendre. Il y avait là Luc Moreau, ainsi que 2 autres couples d'amis. L'atmosphère était feutrée, un peu lourde, comme il se doit pour un hommage. Sophie guida Éléonore vers un fauteuil, une main faussement protectrice sur son bras. Nous partagions justement quelques souvenirs de mon pauvre David, reprit Sophie, sa voix empreinte d'une tristesse de composition. C'est si gentil à toi d'être venu, malgré tout. Nous savons tous que cette période est très troublante pour toi. Chaque mot était une pique empoisonnée, destinée à la peindre comme une vieille femme fragile et confuse. Éléonore la laissa faire, encaissant les coups en silence, son calme déstabilisant visiblement sa belle-fille. Elle attendit le bon moment. Il vint lorsque Sophie, s'adressant aux autres, dit avec un soupir, David s'inquiétait tellement pour sa mère vers la fin. Il avait peur qu'elle ne perde un peu le contact avec la réalité. C'en était trop. C'est faux. La voix d'Éléonore n'était pas forte, mais elle coupa net la conversation. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sophie parut surprise par cette interruption. « Pardon, Éléonore ? Tu disais ? » « J'ai dit que c'est faux, » répéta Éléonore, en se levant lentement. Elle sortit la lettre de son sac. Et David ne s'inquiétait pas que je perde le contact avec la réalité. Il s'inquiétait que tu continues à la manipuler. Le visage de Sophie se figea. « Éléonore, je pense que tu es fatiguée. Le chagrin te fait dire n'importe quoi. » « Non, » dit Éléonore, sa voix gagnant en assurance. Elle déplia la lettre. « Je vais vous lire ce que David pensait vraiment. » C'est son écriture, sa voix. Dans le silence stupéfait de l'assemblée, elle lut le passage clé. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir protégée plus tôt. Je savais, depuis des années, qui elle était vraiment. J'ai vu sa cupidité, sa froideur, et la façon dont elle te considérait comme un fardeau. » Sophie devint blême. « C'est un faux, » cria-t-elle, sa voix devenant stridente. Elle a tout inventé. Elle est sénile, elle ment. C'est alors que Luc Moreau se leva. Il avait écouté, le visage grave. Il s'avança calmement. « Et Sophie,
dit-il d'une voix posée mais ferme qui capta l'attention de tous. Il y a 2 mois, tu m'as dit que vous aviez des difficultés financières. Tu m'as expliqué que vous deviez annuler vos vacances à cause de frais imprévus, et que la présence d'Éléonore, bien que bienvenue, ajoutait une pression sur votre budget. Il marqua une pause, regardant Sophie droit dans les yeux. Et c'est étrange, parce que j'ai appris depuis que, la même semaine, tu as dépensé plus de 5 000 € dans une boutique de luxe rue du président Édouard Herriot. Le coup de grâce. Ce n'était plus la parole d'une vieille femme confuse contre celle d'une veuve éplorée. C'était un fait, énoncé par le meilleur ami du défunt. Le château de cartes de Sophie s'effondra en un instant. Le regard des autres invités changea, passant de la pitié pour Sophie à un mélange d'horreur et de mépris. Son masque social était tombé, révélant le monstre d'égoïsme en dessous. Anéantie, elle resta bouche bée, sans voix pour se défendre. Un des couples se leva, murmurant des excuses embarrassées, et quitta la pièce. L'autre suivit rapidement. Bientôt, il ne resta plus que Luc et Éléonore, face à une Sophie dévastée au milieu de son luxueux salon. Éléonore posa la lettre sur la table basse, se tourna, et partit sans un regard en arrière. Épilogue. Quelques semaines plus tard, le soleil d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres d'un appartement charmant de la Croix-Rousse. L'endroit était plus petit, plus modeste que la villa d'Écully, mais il était vivant. Il était rempli des livres d'Éléonore, de ses photos, de la musique douce d'une radio. C'était un lieu qui lui ressemblait. Elle était assise à la terrasse de la boulangerie de Claudine Bernard. Les 2 amis buvaient un café, le parfum des croissants chauds flottant autour d'elle. Éléonore avait fini par tout raconter à son amie, la vérité simple et entière. « Tu es une femme courageuse, Éléonore », lui dit Claudine en lui posant la main sur le bras. Éléonore sourit, un vrai sourire, apaisé et sincère. Elle n'était pas courageuse. Elle avait juste eu un fils qu'il aimait plus que tout. Plus tard dans la journée, de retour dans son appartement, son regard se posa sur le petit hôtel qu'elle avait créé sur sa cheminée. En regardant une photo de David posée sur sa cheminée, Éléonore sourit. La justice d'un fils, se dit-elle, est l'héritage le plus précieux.